Bonjour à tous et bienvenue. Le district autonome d'Abidjan a lancé l'opération de lutte contre le désordre urbain et on en parle dans Ça fait l'actualité. Quelles sont les pratiques à bannir et les comportements prohibés? Réponse avec Siaka Kone. Mendicité, commerce ambulant, vente de sachets plastiques et affichage anarchique. Autant d'activités dont le district autonome d'Abidjan entend se débarrasser. Objectif, donner un visage reluisant à la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La guerre contre le désordre s'étend également aux affichages anarchistes sur les édifices publics, aux fumoirs florissants dans les quartiers, aux charrettes à bras et aux personnes se soulageant en plein air. Le district se donne les moyens pour lutter contre le fléau. Une brigade spéciale a été créée, constituée de 295 commandos mis à la disposition du colonel Aka Jean-Louis, commissaire principal de police. Cette brigade qui se met en place aujourd'hui, nous en sommes convaincus, sera le partenaire privilégié des forces de défense et de sécurité. Elle est opérationnelle depuis ce lundi 22 juillet. La guerre contre les différents maux qui ternissent l'image d'Abidjan constitue un défi à relever grâce à une prise de conscience et à la volonté de la population ivoirienne. Depuis fin mars, le district autonome d'Abidjan a interdit plusieurs pratiques dans la capitale économique, du commerce ambulant à la mendicité. Et le but est de lutter contre le désordre urbain et d'assainir le cadre de vie des Abidjanais. Une brigade spéciale chargée notamment de faire respecter ces mesures vient de voir le jour. Quelle est l'efficacité et la pertinence de ce dispositif et comment s'organisent les communes d'Abidjan? Pour en parler, je reçois M. Ndrine Narcisse, conseiller spécial du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Merci bien, Madame Fatim Djedje. Alors, on va déjà commencer par le commencement, si j'ose dire. Qu'est-ce qui a motivé cette lutte contre le désordre urbain? Quel était le constat de départ dans la capitale économique ivoirienne? Le constat de départ, c'est que ces mots dont il est question existaient depuis longtemps. Mais il s'est trouvé qu'il y avait un homme à Koumassi, une autorité municipale appelée Cissé Bakongo, Ibrahima, qui a réussi à faire reculer ces fléaux, à savoir la mendicité, le commerce ambulant et l'usage des charrettes à bras. Une telle réussite a amené le président de la République à partager cette vision et à le responsabiliser au niveau du district autonome d'Abidjan. Mais justement, Abidjan concentre 14 entités, dont 13 communes plus ce district. D'où est venue l'idée de la création de cette brigade? Finalement, qui a eu l'initiative? Parce que nous parlions de Koumassi, mais pour Abidjan, qui a eu l'initiative de ce projet? L'initiative est née de la volonté du ministre-gouverneur lorsqu'il a rendu visite, après sa prise de fonction, à l'ensemble des maires de la commune et il a partagé avec eux la vision du président de la République qui nécessitait que l'on s'attarde à éradiquer ce qu'on appelait le désordre urbain, également l'insalubrité visible et faire en sorte que l'assainissement permette aux Ivoiriens d'éviter ce qu'on appelle les inondations. Dès lors qu'ils ont épousé cette vision, lors d'une rencontre dont le cadre a été défini, qu'on appelle le cadre permanent de concertation entre ces élus et le ministre-gouverneur, la nécessité de s'engager dans cette opération a été matérialisée par la prise d'un arrêté pour mener cette opération. Donc c'est d'un accord commun. Toutes les mairies, peu importe la casquette politique, toutes mairies confondues d'Abidjan a épousé cette idée. Tout à fait. Alors maintenant, quels sont les actes interdits ou comportements à bannir dorénavant dans la capitale économique? Alors, je ne sais pas s'il y a une liste exhaustive. Vous pouvez nous citer déjà les comportements les plus importants? Les principales, c'est la lutte contre le commerce ambulant, oui, la mendicité, l'usage de charrettes à bras qu'on appelle communément les wotros ou pousse-pousse, évidemment les affichages anarchiques, les constructions anarchiques, et l'érection des fumoirs et pas mal de comportements non civiques, oui, constatés dans la population qui manifestement portent un coup au cadre de vie des Ivoiriens. J'ai vu aussi qu'il y avait la lutte contre les sachets plastiques,
les personnes qui urinent ou font leurs besoins en plein air. Donc ça touche à tout. Hein. Tout à fait. Alors maintenant, comment on va rentrer dans le côté pratique? Comment ça se passe? Il y a une brigade spéciale qui a déjà été créée à cet effet. Qui la compose? La brigade est composée de 295 agents, avec un commissaire principal à la tête, un officier de police, M. Aka Jean-Louis, et assisté d'un autre commissaire qui est son adjoint. Et cette brigade dispose d'éléments provenant des polices municipales des 13 communes et également des agents provenant du commissariat général du district. Donc ça fait au total 295 personnes visibles qui travailleront dans une synergie commune à faire reculer le désordre urbain. Et finalement, leur compétence, elle est valable que dans les communes d'Abidjan, nous sommes bien d'accord? Tout à fait. D'accord. Maintenant, ces 285 agents... 295, excusez-moi, agents, on va s'intéresser à la manière dont ils travaillent. Déjà, est-ce qu'ils sont les seuls habilités à intervenir ou les forces de l'ordre habituelles aussi peuvent intervenir lorsqu'ils constatent ces infractions? Tout à l'heure, quand on écoutait l'élément filmé, le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité a bien indiqué que la brigade spéciale est un partenaire idéal aux forces de sécurité, aux forces de police. Donc nous allons travailler dans une synergie qui nous permettra d'éradiquer le plus rapidement possible ces fléaux. Mais une grande partie des ajustements que vous dénoncez sont souvent déjà interdits dans les textes, dans notre corpus législatif, notamment la mendicité, qui avait déjà été discutée et annoncée dans un communiqué du gouvernement depuis le 5 août 2013. Entre-temps, des lois, même rectificatives, existent. Pourquoi, on a envie de vous demander pourquoi cette brigade en plus, pourquoi ce dispositif en plus, alors que c'est déjà interdit dans les textes? Peut-être qu'il manque une mise en application. Tout à fait. Mais on ne va pas dire ça comme ça. Les maires et le ministre-gouverneur se sont engagés à contribuer à améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens. Donc, ce qui était interdit, ils veulent donner un coup de force, un coup d'accélérateur à ce mouvement en responsabilisant toutes ces communes. Voilà l'élément nouveau. Et une telle action portée par les communes et le district aura une amplification au niveau des populations. Une telle organisation permettra aux populations de comprendre la nécessité de s'orienter vers d'autres activités. Parce que le commerce ambulant, c'est un commerce illégal. C'est une concurrence déloyale à ceux qui installent correctement leur commerce. Et ceux qui utilisent les charrettes à bras créent suffisamment d'embouteillages, des nuisances au niveau des déplacements des uns des autres. Sans oublier les mendiants qui accostent les automobilistes à tous les coins de rue, et même sur les grandes artères, les empêchent de rouler correctement, créent des situations d'embouteillage ou aussi des accidents. Donc, les maires et le ministre-gouverneur ne pouvaient pas seulement laisser cette initiative, cette action à l'autorité publique qu'est l'État. Pourquoi vous pensez que le niveau de proximité, vous pensez que c'est plus efficace de passer par les localités comme vous, les communes? Tout à fait. C'est des actions de proximité, c'est des actions de terrain. Les maires sont au quotidien des populations, ils connaissent leurs administrés. Donc ils ont l'obligation de contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie. En éradiquant donc tous ces comportements. Mais on va venir après sur le volet social, parce qu'il y a vraiment une distinction à faire entre ces différentes interdictions. Le fumoir, vous parlez d'illégalité, de beaucoup de ces comportements. Maintenant, où sont conduits finalement les contrevenants? Lorsque la brigade les arrête, où sont conduits ces contrevenants? Au commissariat? Ils sont arrêtés, ils sont placés en garde à vue? Comment ça se passe? Nous travaillons en relation avec les forces de police, les forces régulières de police. Donc, une fois qu'ils sont arrêtés, selon les infractions, ils sont conduits vers les postes de police et renvoyés devant le procureur qui décidera des poursuites. Et donc, ils auront l'opportunité de se défendre, de prendre un avocat si c'est nécessaire, ou bien de commettre un avocat de commis d'office
pour défendre leurs droits. Mais concrètement, quand vous voyez quelqu'un en train de faire ses besoins à l'extérieur, c'est quoi? On l'arrête? Non, mais concrètement, c'est la solution. On l'arrête? On l'arrête. Si on ne l'arrête pas, mais il va continuer. Et quelqu'un qui vend à manger ou quoi, quelques accessoires ce soir dans la rue, vous faites quoi? Vous récupérez son matériel, vous le détruisez, vous réquisitionnez? Comment ça se passe là aussi? Nous réquisitionnons le matériel. Oui, les marchandises, nous les apportons, nous les confisquons. Vous les détruisez? Ça dépend. Si c'est des produits de consommation qui sont avariés, on va s'en débarrasser. Si c'est propre à la consommation, on mettra ça à la disposition des structures qui en ont besoin, telles que les pouponnières ou les orphelinats. Mais maintenant, le volet social dont je vous parlais, c'est que, encore une fois, ceux qui urinent, défèquent, c'est une autre problématique. Mais pour beaucoup de ces vendeurs ambulants, c'est le seul moyen de subsistance qu'ils ont pour se nourrir ou nourrir leur famille. Vous ne craignez pas d'accroître la détresse sociale? Non. En agissant ainsi? Non, nous allons les aider plutôt à sortir de la précarité. Parce que les vendeurs ambulants ne vendent pas du matériel usagé. Ils vendent du matériel neuf. Derrière, il y a toute une organisation qui met sur le marché de façon souterraine ces produits. Et ils échappent à la fiscalité. Et ceux qui les vendent vivent de la précarité et, à terme, ils n'auront pas de revenus de remplacement. Ils n'auront pas de pension de retraite. Donc, nous pensons que, en insistant de la sorte, en sensibilisant ces personnes, il y a des canaux officiels d'épanouissement qui existent, à savoir l'Agence d'emploi jeune, l'École de la nouvelle chance, le fonds FAFSI de Madame la Première Dame, où tous ces opérateurs, où ces potentiels opérateurs peuvent s'orienter pour aller exercer ces métiers dans la dignité. Donc, voilà un peu. Mais vous, le volet a l'air quand même très répressif. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'on va leur expliquer les démarches à faire? Est-ce qu'on va les inciter à se rendre dans toutes ces entités que vous venez de citer? Parce que là, on a l'impression que vous allez juste casser l'outil de travail et les chasser du lieu où ils exercent. Mais il n'y a pas d'orientation après. Mais là-dessus, la réponse est toute trouvée. Le gouvernement, par le biais des ministères concernés, n'arrête pas de donner cette information à tous ceux de nos concitoyens qui souhaitent embrasser un nouveau métier, exercer. Ces conditions existent. Ce ne sont pas des conditions qui excluent. Quand vous atteignez la majorité et que même vous n'avez pas le bac, vous n'avez pas le BPC, que vous avez le niveau CEP, vous pouvez aller à l'école de la seconde chance. Vous pouvez être vendeuse à locaux à un coin de la rue, de façon décente. Donc c'est ce genre de métier vers lesquels nous devrons pouvoir les orienter et faire en sorte que Abidjan retrouve ses couleurs. Donc vous voulez les mettre dans la forme, les aider à se formaliser et rentrer dans la légalité. Tout à fait. Maintenant, pour revenir sur les besoins, parce que bon, ça choque tout le monde à chaque fois qu'on y assiste, malgré nous. Là aussi, est-ce qu'il ne manque pas de dispositifs, de toilettes ou de lieux publics permettant peut-être à certains de faire leurs besoins en toute discrétion? Tout à fait. Je pense que cette question a été débattue lors des différentes réunions du cadre permanent de concertation entre les élus. Cette question a été portée. Je crois que tous les maires se sont engagés à créer des cadres de toilettes publiques qui permettraient aux populations de faire ses besoins discrètement. Oui. Donc cela est prévu. Et cet engagement a été pris. Donc je disais précédemment, vos mesures sont surtout répressives. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire que vous voulez taper fort. On a vu quelques opérations qui ont démarré, des opérations qu'on peut qualifier de coups de poing. C'était fait exprès. Vous voulez marquer les esprits? Non, ce n'est pas qu'elles sont répressives, mais ce sont des actions que nous menons pour que les concernés, les personnes qui sont identifiées, comprennent la nécessité de ne plus reproduire les mêmes actes. Donc ce n'est pas de la répression, mais ce sont des interpellations. Mais comment, ne craignez-vous pas juste déplacer le problème, notamment vers les communes limitrophes d'Abidjan? Si les gens quittent Abidjan,
ils peuvent aller dans des villes, peut-être même jusqu'à l'intérieur. Est-ce que vous ne craignez pas de juste déplacer le problème dans d'autres localités? Nous ne pensons pas, parce que l'opportunité pour eux, c'est le district autonome d'Abidjan, là où il existe de la richesse. Vous imaginez que les vendeurs ambulants, ils vont à la périphérie pour vendre quoi? Il n'y a pas d'acquéreur. Le pouvoir d'achat est concentré là. Et c'est justement là que nous devrons mener toutes nos actions pour les amener à se reconvertir. Maintenant, s'il y en a qui se retirent à l'intérieur du pays pour vaquer à d'autres occupations beaucoup plus saines et décentes, mais c'est le souhait. Parce que ça va nous amener tous à occuper les espaces économiques qui existent. Mais quelles sont aussi les dispositions prises pour éviter que les sites libérés soient recolonisés? Parce qu'au fond, il n'y aura pas cette brigade 24 heures sur 24 sur ces lieux-là. Donc, est-ce que, après le passage de vos éléments, vous ne craignez pas que les gens reprennent, reconstituent ces lieux de dérive, si j'ose dire? Merci pour la question. C'est une préoccupation qui était au départ, avant l'action qui a été menée pour faire les déguerpissements. Il y a toute une politique qui est envisagée, tout un ensemble d'actions, d'aménagement de ces sites. Les sites, par contre, qui ne peuvent pas être constructibles, feront l'objet de surveillance. Mais les autres feront l'objet d'aménagement, de lieux d'aération, de promenade, permettre aux populations de bien vivre et de bien respirer. Donc il y a des lieux de concentration de ces activités illégales qui vont peut-être être amenées à être détruites. Vous voulez nous dire réaménager? Celles que vous parlez de zones déjà déguerpies. En ce moment, c'est ces zones-là dont nous parlons de leur réaménagement. D'accord. Ce sont des zones qui vont être réaménagées. Tout à fait. Pour, en ce moment, les études sont en cours sont en train d'être faites par des architectes et des paysagistes. D'accord. Toujours sur ces mesures, la vente, par exemple, des sachets plastiques. Bon, en tant qu'utilisateur, si on nous vend une marchandise avec un sachet plastique, c'est nous qui sommes responsables ou c'est les gens qui font entrer dans le pays, alors que c'est totalement illégal, ces sachets plastiques? Est-ce que ça s'attarde que sur les individus ou vous allez aussi attaquer des entreprises, des entités voilà. L'annonce qui a été faite dit bien dans le communiqué du district, il s'agit de l'importation, de la distribution, de la commercialisation, de l'usage de ces sachets plastiques. Parce que ce ne sont pas des sachets qui puissent se dégrader à l'air libre, qui ont un certain nombre d'années de vie et qui polluent l'environnement, qui souillent nos eaux. Et ces mêmes sachets, à l'utilisation, à l'usage, en y mettant des aliments, portent un coup à la santé des hommes. Et donc, il s'agit de prévenir tout cela. Et cette campagne sera appuyée par le ministre en charge de l'environnement qui traite cette question. Mais déjà, les maires et le ministre-gouverneur ont préféré donner l'alerte pour que les uns et les autres comprennent la nécessité de ne plus utiliser ces sachets plastiques. Mais comment ça, pour la santé. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous prévenez les gens de votre arrivée? C'est des actions, on va dire, spontanées, sporadiques. Comment ça va se passer concrètement? C'est comme toute police, de façon spontanée. Nous n'allons pas prendre le micro pour annoncer notre arrivée à Bobo, ni à Djamé. Et nous n'allons pas les prévenir. Si vous faites cela, mais quand vous arrivez, vous ne les verrez pas, ils iront ailleurs. Donc, c'est des actions qui vont être menées de façon à la surprise. De manière quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, il y aura des actions dans les différentes localités des 13 communes d'Abidjan? Chacune des communes aura son plan d'action, aura sa méthode d'intervention. Et également, il y aura des actions conjointes. Donc voilà. Donc il y a des lieux identifiés, peut-être plus sensibles. Par exemple, prenez la mendicité. Il arrive de voir des gens en difficulté, notamment à l'abord des mosquées. C'est des lieux un peu sensibles. Vous allez intervenir là aussi pour les empêcher de mendier? Nous ne voyons pas seulement l'acte du mendiant, mais qui est derrière le mendiant? Quelle est l'organisation qui est derrière le mendiant? Vous pensez que c'est mafieux?
bon, je n'ose pas employer ce mot, mais quand vous voyez des personnes handicapées qui sont portées aux abords des mosquées, ou bien aux abords de grands boulevards, et les soirs, on vient les récupérer. Mais à qui sert cet argent? Et les enfants aussi, vous pensez que tout ça, ça fait partie d'une organisation criminelle? Tout à fait, puisque nous avons fait une étude préalable. Parce qu'après la réunion du CPC du 16 avril, une commission technique avait été mise en place qui a fait une analyse fouillée. Et on a identifié, en ce qui concerne la mendicité, les différents fléaux liés à cela. Et donc, il y a un trafic sur la monnaie, les pièces de monnaie. Il y a tout un trafic sur les billets. Et c'est toute une organisation. Et les trafics sur les billets et les pièces de monnaie impactent l'intégrité du système monétaire. Donc, voyez-vous, on voit l'aspect mendiant, mais au-delà du mendiant, quel est le travail que nous devrions faire pour rendre licite l'activité économique? Voilà. En fait, c'est quoi? Vous dites que entre les vendeurs ambulants, les mendiants, c'est quoi? C'est un manque à gagner économique pour notre ville et pour notre pays, c'est ça? L'État veut récupérer de l'argent qui, finalement, lui file entre les doigts. Fondamentalement, nous devrions nous battre pour une économie saine. Une économie saine garantit la compétitivité entre tous les acteurs économiques. Mais si vous laissez un pan de l'économie aux mains des organisations que nous ne maîtrisons pas, ça devient difficile pour le reste de l'économie nationale. Donc là, ces actions visent aussi à mettre fin à une économie parallèle. Tout à fait. Au-delà du cadre de vie, je vous parlais des Abidjanais. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés, datés? Parce que vous pensez vraiment que vous pouvez éradiquer tout ça, très honnêtement? Les objectifs principaux, globaux, c'est arriver à éradiquer ces fléaux. Et vous y croyez? Je vais vous le dire. Le ministre-gouverneur, Cissé Ibrahima Bakongo, en sa qualité de maire, de 2018 à 2023, a réussi à éradiquer la mendicité à Koumassi. Il a réussi à éradiquer le commerce ambulant. Il a réussi à éradiquer bien d'autres maux. Mais est-ce que c'est transposable? Là, c'est le cas d'une commune. Là, on parle de 13 communes. Est-ce que c'est transposable et sur une plus grande échelle? Il s'agit de l'engagement individuel des 13 maires qui se sont eux-mêmes volontairement engagés, qui sont partie prenante dans la mise en place de cette brigade, d'agir au quotidien pour obtenir le résultat que le ministre Bakongo a obtenu à Koumassi. Cela est faisable. D'ailleurs, à l'occasion de toutes nos rencontres, tous les autres maires l'ont félicité. Il n'y a plus de mendiants à Koumassi, plus de charrettes à bras, de Wotro à Koumassi. Mais la question aussi de l'assainissement a été résolue aussi à Koumassi. Donc, ceci est transposable au niveau du district. Mais justement, vous prenez l'exemple de Koumassi. Est-ce qu'au-delà de l'embellie du cadre de vie, c'est-à-dire ça nous fait plaisir de ne pas avoir tout ça, est-ce que sur le plan économique, est-ce qu'il y a eu un impact économique? Est-ce que ce que vous dénonciez tout à l'heure à Koumassi? Les opérateurs économiques sont heureux. Aujourd'hui, le phénomène du Nyambro, qui est le système mis en place par certaines personnes pour contrôler le trafic au niveau des propriétaires de véhicules de taxi, mais ça a disparu. Toute l'activité de commerce, de transport est devenue une activité licite. Et vous ne verrez pas ces personnes s'entre-déchirer, s'empoigner et se donner des coups de machette. Ça n'existe plus. Donc, pensez que tous ces éléments dont on vient de parler participent à la violence aussi? Bien entendu. Prenons le cas d'un mendiant qui traîne toute la journée entre les véhicules jusqu'à 18 h. Il n'obtient rien. Une pauvre dame au volant de sa voiture arrive. Vous pensez que ce dernier ne sera pas prompt à vouloir l'agresser? Voilà le danger.
il ne faut pas créer les conditions pour que ce genre de situation se produise. La paix sociale participe de la prise en main de toutes ces questions. La tranquillité et le bien-vivre participent de la prise en compte de toutes ces préoccupations. Donc, assainir son cadre de vie est une priorité. Et le Premier ministre l'a dit lors de la cérémonie d'officialisation de mise en fonction de la brigade. Il a dit que c'est une des priorités du président de la République contenue dans le plan national de développement 2021-2025. Mieux, ceci même est contenu, c'est un des piliers même du programme Côte d'Ivoire solidaire, le 3e pilier, où le cadre de vie est une question importante. Oui, également dans ce même programme, le 5e pilier est aussi essentiel, la Côte d'Ivoire solidaire, qui met l'homme au cœur de l'activité économique pour lui permettre d'avoir un épanouissement et une action beaucoup plus prompte à participer à la création de richesses. Un dernier point peut-être, puisque déjà de manière habituelle, on entend les reproches des populations envers les forces de l'ordre pour certains comportements déviants, corruption, brutalité. Là, comment vous allez nous garantir que dans le cadre de ces actions, ces brigadiers ne vont pas être à l'origine d'abus? D'abord, la sélection des uns et des autres s'est faite sur la base d'un professionnalisme avéré. Opportunité a été donnée aux maires d'identifier leurs meilleurs éléments pour les mettre à la disposition de cette brigade. Mais cela dit, on ne peut pas toujours s'imaginer qu'on peut être dans un monde parfait. Donc des dispositions sont prises pour que tous ceux qui seront pris ou bien commettront des abus puissent être signalés au commissariat spécial du district pour que le droit se saisisse de ces questions-là. Donc, rassurez-vous, nous ne resterons pas inertes parce que là où on crée une activité pour les hommes, il y a toujours des moments de raté. Et ces moments de raté, nous allons les saisir et nous allons pouvoir remettre la machine en marche. D'accord. Donc, vous nous avez dit avant l'émission que d'ici une quinzaine de jours, vous aurez un pré-bilan. On espère que vous viendrez nous le détailler sur le plateau. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Ndri, d'avoir participé à cet échange et d'avoir répondu à toutes nos questions. Recevez aussi les remerciements du ministre-gouverneur, Cissé Bakongo, qui a bien voulu me dépêcher pour être sur ce plateau. Je vous remercie. Merci à lui, merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien sûr sur la première chaîne. Merci.